il y a aucune obligation à être un expert et à se former à l'histoire de l'administration. Je conseillerais quand même d'éviter de faire des suppositions, de rester curieux et évidemment de se renseigner. Racines et récits. Racines et récits. Le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Racines et récits. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps pour découvrir comment la France s'est construite. Province, généralité, bailliage, département, puis région. Derrière nos cartes administratives se cache toute une histoire faite de centralisation, de révolution et d'ajustements successifs. Pour en parler, je reçois Emmanuel Souchet, généalogiste professionnel, membre de l'U-Projet, qui va nous guider de l'Ancien Régime jusqu'à nos territoires d'aujourd'hui. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Racines et Récits. Alors, si la France n'a pas toujours été un hexagone, son administration, elle, a toujours été un véritable millefeuille. Peux-tu nous en faire son portrait, et notamment sous l'Ancien Régime d'abord ? Oui, on peut vraiment parler de millefeuille parce qu'au fil de l'histoire du pays, il y a des couches qui se superposent de couches de fonctions, de circonscriptions qui n'ont pas forcément les mêmes délimitations et du coup, ça nous fait un enchevêtrement pas possible de circonscriptions. Donc à la tête, il y a forcément le roi, évidemment, qui va présider son conseil, d'État avec des ministres et des conseillers. Mais il faut forcément, des représentants au niveau local. Le pays va être divisé en circonscriptions qui vont intervenir dans plusieurs domaines. Donc, que ce soit l'armée, la justice, les finances. Il y a un petit méli-mélo de tout ça. Donc si tu veux, je te donne des exemples. On a les gouvernements avec à la tête un gouverneur qui vont plutôt s'occuper d'affaires administratives et militaires. À côté de ça, on a des généralités avec à la tête un intendant. Donc on parle aussi d'intendance pour ce genre de circonscription. Eux, ils vont plutôt s'occuper des affaires administratives aussi, mais surtout des affaires fiscales, des impôts. On a aussi tout ce qui est du domaine de la justice. Donc c'est un système assez complexe de justice locale, avec la justice seigneuriale ou ecclésiastique, mais ça cohabite avec, d'autres, systèmes qui sont la justice royale. Là, on va voir la sénéchaussée, le bailliage, la prévôté. Ce sera en première ou en deuxième instance suivant les lieux et en dernier recours, le sujet du roi, donc n'importe qui, peut faire appel au parlement de sa province. Donc ça, ce sont les 3 domaines, plutôt, généraux. Après, il faut pas oublier que la France est catholique, hein. Le roi, il a été sacré, donc il a une légitimité divine et donc la France est découpée en évêchés, avec dans chaque évêché des paroisses. 44 000 paroisses en France, donc c'est, bien pire que nos 36 000 communes et ça, c'est bien plus ancien que la monarchie finalement, ça date, de la fin de l'Empire romain. D'accord. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a à la fois cette centralisation à la tête de l'État, hein, avec le roi, mais en même temps aussi, je ne sais pas si on peut parler de décentralisation. Et voilà, on a un mix à la fois, ce millefeuille avec énormément de structures qui se Mmh. superposent, comme tu l'as dit, puis en même temps, cette volonté de concentration du pouvoir aux mains d'une seule personne. Surtout à partir de Louis XIV, de la monarchie qu'on dit absolue, parce qu'avant Louis XIV, le roi pouvait s'aider de ministres, très puissants. On pense tout de suite à Richelieu ou Mazarin. Louis XIV décide de décider seul, donc évidemment lui il a ses conseillers, mais c'est lui qui prend la décision finale. Donc il y a une volonté du roi d'une part, mais à côté il y a une volonté de maintenir l'ordre au sens général pour mater, les révoltes, on appelait les jacqueries dans le pays et puis aussi récupérer, efficacement les taxes puisque le pays a toujours besoin d'argent. Donc il faut un système quand même qui fonctionne. Alors, est-ce qu'il y a une homogénéité dans
organisation. Est-ce qu'un habitant de Bretagne, par exemple, vit sous les mêmes lois, qu'un Parisien, qu'un Strasbourgeois, qu'un Toulousain? Ou est-ce qu'il y a je sais pas, des coutumes ou encore des restes, de droit coutumier ou de choses comme ça? Oui, oh là là, oui. D'une part, oui, il y a une certaine cohésion quand même, hein, puisque tous les sujets du roi doivent obéir aux lois. Mais, il y a un gros mais, le roi n'a pas tous les pouvoirs. Justement, comme tu dis, il y a des coutumes. Le roi doit respecter les lois fondamentales du pays. Ces lois fondamentales, ce sont en fait, des règlements qui se sont construites, petit à petit, des coutumes locales et ça, c'est le rôle du parlement de justement, d'une part, d'enregistrer les décrets, les édits du roi, de les faire appliquer, mais aussi par rapport au roi, de vérifier que la nouvelle loi respecte celle déjà établie et du coup, ça cause, une petite disparité dans le pays, notamment, par exemple, au niveau de l'impôt, puisque les généralités ne sont pas toutes assujetties aux mêmes taxes. Si je prends l'exemple de la Bretagne qui produit du sel ne paie pas, la taxe, sur le sel qui s'appelle la gabelle, mais ses voisines, l'Anjou et le Maine, payent cette taxe. Donc tu imagines bien qu'il y a un sentiment d'injustice d'une part et puis il y a aussi beaucoup de contrebande. Alors, en quoi s'intéresser à ce découpage ancien et à son évolution est-il une nécessité pour le généalogiste dans ses recherches? Alors je dirais d'une part que ça permet de replacer la vie d'un ancêtre dans son contexte historique, savoir ce qu'il a vécu tout simplement et ensuite, on peut rencontrer dans un acte des noms de juridiction. Par exemple, s'il a eu affaire à la justice ou évidemment qu'il appartenait à une paroisse, donc ça, on peut le retrouver dans les actes et ça permet de justement d'aller rechercher aux archives d'autres fonds pour aller plus loin dans nos recherches. Et puis, autre chose, notre ancêtre, il a peut-être occupé une fonction au sein de cette administration. Donc là, c'est important de connaître un petit peu le vocabulaire. Si on rencontre le terme d'officier, c'est pas forcément un militaire, ça peut être le titulaire d'une charge, si la charge s'appelait un office. Si c'est un commissaire, cela veut dire qu'il a eu une mission temporaire, il a reçu une lettre de commission et puis il a pu aussi être, inspecteur, ingénieur ou commis. C'est l'équivalent plus ou moins des fonctionnaires puisqu'ils ont un emploi à vie, ils ont une retraite et leur veuve peut avoir une pension de réversion. Donc ça, c'est vraiment le tout début du système de fonction publique. Ensuite, on arrive à la période de la Révolution française et surtout de l'instauration de la République, plus que la Révolution, puisqu'à partir de 1792, le territoire national s'organise avec notamment la création des départements. Alors, comment ces limites ont-elles été choisies et qu'est-ce qui a guidé principalement le gouvernement de l'époque dans ce choix de découpage territorial? Alors, à cette époque, à la Révolution, on recherche vraiment une organisation plus rationnelle. Vraiment, le tout début, les géologues voulaient découper la France en rectangles bien perpendiculaires et puis il a quand même fallu, faire avec, les limites géographiques, les rivières, les montagnes et les bassins de vie. Donc finalement, le découpage est moins harmonieux, on va dire. Il y a quand même 83 départements avec, au centre, un chef-lieu qui se situe à peu près à une journée de cheval maximum des limites du département. Ça, c'est pas une légende, alors c'est vrai. C'est pas une légende, non, non, il fallait un côté pratique, du système et à l'intérieur, donc le département est découpé en districts. Le district est découpé en cantons et bien sûr, on trouve des communes. Alors Emmanuel, j'ai une dernière question. Nos territoires, on vient de le voir, ont une histoire et elles façonnent encore notre quotidien, comme tu nous l'expliques. Selon toi, est-ce que le généalogiste se doit d'être, quelque part, aussi un historien territorial? Alors je dirais qu'il y a aucune obligation à être un expert et à se former à l'histoire de l'administration. De toute façon, avec l'expérience, au fur et à mesure de nos recherches, on finit par cerner les caractéristiques, du territoire dans lequel on travaille. Par contre, évidemment, si on travaille et ça nous arrive forcément de partir faire des recherches dans un secteur qu'on connaît moins, je conseillerais quand même d'éviter de faire des suppositions
de rester curieux et évidemment de se renseigner. Si je prends l'exemple, de la Bretagne, dans un acte, de mariage breton, vous allez par exemple trouver des fiancés qui sont mineurs à 28 ans et c'est tout à fait normal puisque l'époux, devenait majeur à 30 ans et la femme à 25. Et puis vous pouvez tomber sur des, décrets de justice. Alors là, rassurez-vous, votre ancêtre n'a rien fait de mal. Ça veut juste dire qu'il était mineur et orphelin de père, donc ça arrivait relativement souvent et dans ces cas-là, il fallait demander une autorisation, passer devant le sénéchal et c'est lui qui donnait le consentement pour se marier. Emmanuel, un grand merci pour ta participation à Racines et Récits qui nous a permis de croiser identité culturelle et réalité administrative. Et je précise l'adresse de ton site à tous nos auditeurs, l'exploracine.fr. L'exploracine, bien évidemment, au pluriel. Merci Emmanuel. Merci Stéphane. Vous venez d'écouter le 11e épisode de Racines et Récits. Ce programme, disponible sur toutes les plateformes de lecture, est présenté par Stéphane Demazure et réalisé par Julien Riquier. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association upro-g.fr. Rendez-vous pour notre prochain épisode le 10 octobre en compagnie de Christiane Menot qui va nous expliquer comment retrouver nos poilus et décortiquer leurs fiches matricules. À bientôt!